2 décembre 1981. Retour Land's End. C'est comme cela parce que c'est comme cela. Nuit du 3 au 4 décembre 1981. Vision. Je m'extirpe une épine très profonde dans le pouce droit et 2 ou 3 autres plus petites. Nuit du 4 au 5 décembre 1981. Vision. Poursuivi par Pranab, entre guillemets, symbole de ses forces. Une mère, entre guillemets, me dit d'aller en Amérique du Sud. Je dois apprendre l'espagnol. 8 décembre 1981. Rien que des illusions. Toutes les voies sont fausses. Rentrer ici comme un vieillard qui n'a plus que la mort à attendre. Pas une seule fois, elle n'est venue me serrer contre son cœur. Alors, est-ce que je méritais d'être désertée à ce point? Ce départ, c'était un sursaut pour tenter de vivre. Sujata n'a pas voulu quitter l'Inde. Ma protection, disait-elle. La terre de feu, Pitcairn, 9 décembre 1981. Où est Satprem là-dedans? Où est Bernard? J'ai tout perdu. Si Dieu ne veut rien me dire et s'il m'abandonne à mon sort, avant le 1er janvier, je déciderai moi-même de mon sort, pour le pire ou le meilleur. Et puis j'aime le Seigneur, dans tous les cas. 12 décembre 1981. 56 ans de ma douce. Vous ne voyez pas mère parce qu'elle est là en vous. C'était elle qui me regardait avec vos yeux. Oui, elle est là. La jonction est faite. Tentative d'attaque cardiaque. La douleur disparue. 14 décembre 1981. La nouvelle Auroville. L'île au trésor. Rimbaud, Jules Verne retrouvés, réunis dans l'île de mer. Lettre à C.P. Singh, traduite de l'anglais. Cher et précieux compagnon, pas à pas, je vois comment, matériellement, sans parler du cœur, vous avez rendu possible ma tâche depuis le départ de mer, départ entre guillemets. Départ est un mot très idiot, car il m'est venu une expérience très importante. Expérience n'est pas le mot juste, parce que ce n'est pas une chose qui passe en laissant derrière elle une piste lumineuse. C'est un changement dans mon être. Il est encore trop tôt et inopportun d'en parler, et c'est relié à notre récent voyage hors de l'Inde. Le fait de quitter cette atmosphère avec son tourbillon habituel de forces hostiles qui me visent a aidé à clarifier un certain nombre de choses. Ce voyage était bénéfique, bien que très fatigant et particulièrement inquiétant en ce qui concerne une certaine Inde explosive. Inutile d'entrer dans les détails. Ce que je peux dire, c'est que cette expérience, ou plutôt ce changement, contient en puissance la graine de tous les espoirs possibles. C'est plein d'un grand espoir. L'œuvre de mer n'est pas perdue ni remise à des siècles lointains. Je ne peux en dire davantage pour le moment. De plus, il ne s'agit pas de dire, c'est un fait qui doit se développer. Par ailleurs, ma situation physique à Land's End n'est pas encore claire à mes yeux. D'une façon, revenir ici, c'est revenir à une certaine ornière. Par exemple, avant-hier, le 12, j'ai eu une autre crise cardiaque, ou plutôt une tentative de crise cardiaque, la 4e depuis le début de l'année.
Cela veut dire que je suis rentré dans le champ du rayon sombre de leur mauvaise volonté. Cette fois-ci, l'attaque s'est dissoute en quelques heures. Et maintenant, avec ce changement nouveau en moi, je sens que rien ne peut m'arriver que ce qu'ils veulent. Ces fantômes stupides ne peuvent plus me toucher, car ce ne sont que des fantômes. J'appartiens à un autre monde, un nouveau monde. Alors, je continue de me demander si les montagnes bleues sont ma destination finale, mon lieu final. Pour le moment, je n'ai pas de réponse décisive, mais j'ai un doute. Beaucoup dépendra de la situation générale en Inde et dans le monde. Je ne peux pas croire ou sentir que cette situation va s'améliorer et s'arranger. Elle ne peut que se détériorer de plus en plus jusqu'à ce que l'Inde et l'humanité en général arrivent à un certain stade où chacun devra subir le changement ou mourir. Cela ne peut plus être loin si l'on en juge de la condition explosive que j'ai vue récemment en Inde et ailleurs. C'est là où je sens très tristement comment Indiraji pourrait aider à ce grand changement si seulement elle comprenait l'enjeu exact et avait le courage de rompre avec le passé. Mais elle a l'esprit trop démocratique pour prendre les mesures nécessaires. Je suppose qu'elle fait le mieux possible dans les circonstances actuelles, mais nous aurions tant besoin de quelqu'un capable de tirer l'avenir ici au lieu de perpétuer le passé moribond. Il n'y a pas la foi. L'Inde a perdu sa foi. Alors j'attends que les circonstances d'extérieur me montrent la direction que je dois prendre physiquement ou géographiquement. Pour le moment, je suis suspendu précairement entre deux mondes, mais avec une foi nouvelle et un grand espoir. Satprem. 18 décembre 1981. Lettre à Micheline, frères et sœurs. Une longue histoire. Un grand plan se dessine. Enfin, un sens. Il faut que je remonte en arrière. 5 mois terribles, depuis ce 12 juillet où je terminais le manuscrit des 13 volumes de l'agenda, et cette question, quoi? Quoi? Vraiment? Je n'ai jamais été au fond d'un trou pareil. Tout était remis en question, et moi d'abord. Si je n'avais pas été détruit une fois par la Gestapo, je n'aurais jamais supporté cette deuxième destruction. Plus grave, parce que c'était tout qui était détruit. Bien sûr, mon âme n'était pas détruite, mais qu'est-ce qu'elle avait à fabriquer dans le monde? Et c'était si cruel pour moi d'avoir à affronter la télévision et le reste quand, dedans, c'était cet abîme. Même pas un abîme. Un rien brûlant. C'est tout. Et puis tout était faux. Tout le monde, toutes les idées, rien que des illusions. Sauf cette chose qui brûle au fond, mais qui voulait dire quoi? J'avais fini mon travail et après, continuer à écrire, à téléviser et radoter. J'étais dans cet état lorsqu'est venue la 3e attaque pour mon anniversaire. Sujata a décidé que nous devions partir pour Ceylan. Moi, j'aurais voulu partir loin, loin, au diable si possible, ne plus être enfermé dans ce vieux filet. Nous sommes donc arrivés à Ceylan, Colombo. L'immigration office, des scènes kafkaesques, mes papiers passaient à un premier bureau, deuxième bureau, 6 bureaux, chacun avec son coup de tampon, et puis on recommençait après le déjeuner, premier bureau, deuxième bureau. Mais ce n'était rien à côté du cauchemar qui nous attendait dehors. Des touristes, partout des touristes, des milliers de touristes, des Allemands, des Français, des Américains.
On retrouvait tout le boulmi chez New York et la grosse mémère avec une feuille de vigne sur le sexe, le ventre pendant et qui distribuait des brioches aux corbeaux, tandis que son mari photographiait cet instant éternel comme à Venise parmi les pigeons. Et puis combien avez-vous de dollars? L'avidité partout. Le vol organisé, les filles et les garçons qui se vendent aux touristes, une pollution effrayante. Nous nous sommes enfuis sur la côte est de Ceylan parce que c'était soi-disant la morte saison, la mousson à l'est, et sans touristes. Nous avons traversé tout Ceylan pour débarquer à Trincomalee. Partout des Français, des Italiens, des Américains, partout, partout, dans le moindre recoin. Chacun avec son équipement de pêche sous-marine ou de surf. Et les dollars, toujours les dollars. 2 bananes, 20 roupies. 1 dollar. Nous nous sommes enfuis plus loin, vers le sud, Batikaloa, et en chemin, un coin, Calcutta, un hôtel avec des cottages éparpillés sur la plage, des touristes aussi, mais nous étions crevés. On s'est installé dans la chambre 17. Et puis j'ai laissé couler. Il y avait la mer tout de même, le bruit du ressac. Je suis restée là à regarder la mer, à regarder et regarder comme si je respirais la vie sans plus rien comprendre à rien. J'ai marché et puis tout d'un coup, c'était les rochers, des mouettes, la mer qui frise à blanc. Oh, j'en aurais pleuré. Je n'ai jamais regardé des mouettes comme cela, moi qui suis un vieux de la mer. Ces mouettes en grappe, ce ressac blanc, ça venait de si loin, faire signe à un mourant. Cela a duré quelques jours. J'ai repris un peu vie. Et puis, qu'est-ce qu'on pouvait faire là, dans cette chambre 17 avec tous ces touristes? Il n'y avait rien à Ceylan, qu'un cauchemar occidental transporté partout. Les dollars filaient. Aller où? Et puis quoi? Quel sens? C'était si brûlant dans ce rien-là. Quelle illusion, un monde d'illusions. Sujata a décidé, rentrons en Inde, explorons la côte de Kerala. Peut-être que là on trouvera. Nous avons pris l'avion pour Trivandrum. Moi, j'aurais voulu aller loin, loin, au diable si possible, mais il n'y avait même plus de diable où aller. À Trivandrum, Sujata a pensé, explorons le sud, descendons jusqu'au cap Comorin. Quelqu'un nous avait parlé en route d'un endroit sur la côte appelé Moutom. On sort de Trivandrum, mais Trivandrum n'en finit pas. Ce n'est qu'une ville d'un bout à l'autre, des kilomètres et des kilomètres de ville-village sans arrêt. On trouve un petit chemin peu avant le cap Comorin et on débouche sur une côte avec des rochers, de vrais rochers, des falaises, et puis une usine de ciment au milieu. Mais ça ne fait rien, on pouvait faire abstraction de l'usine. On était tellement assoiffés d'un endroit tranquille. Il y avait quelques bungalows isolés qui dominaient la mer. Ça avait l'air blanc, vétuste, mais possible. On s'enquiert. Les bungalows appartenaient à l'armée du salut. Il y avait justement un office. Le commandant galonné de l'armée du salut nous offre un coin après l'office du lundi. On pouvait rester là jusqu'au prochain office. Tout de même, l'armée du salut en Inde. Védique, c'était un peu fort. Ni Sujata ni moi n'avons voulu être logés par l'armée du salut. Nous avons repris la route. C'était troublant cette première rencontre de l'Inde avec l'armée du salut. D'ailleurs, il y avait un ashram international qui allait s'installer à Moutom et qui avait déjà acheté des terres. Ici, ce n'était plus le tourisme, c'était autre chose. Nous sommes descendus au cap Comorin, mais où était le cap Comorin, le lieu le plus sacré de l'Inde après l'Himalaya? Et il n'y avait pas de cap Comorin du tout. Disparu, derrière une énorme crotte de béton construite par Birla, le Gandhi Memorial. Et puis des hôtels jusque sur la côte. On s'approche.
On découvre enfin des rochers. Des milliers de pèlerins sur les rochers. Comme les mouettes de Calcutta à Ceylan, mais pas si jolies. Il était 6 heures du soir, le jour tombait. Sujata et moi étions un peu lasses. On a voulu aller s'asseoir un peu sur la plage à l'écart. Nous n'étions pas assis depuis 3 minutes que nous entendons des coups de sifflet et des voix dans la demi-obscurité. On ne bouge pas. J'avais pris un canne de bière tant j'étais assoiffée, moi qui ai horreur de la bière. On n'a pas idée d'aller boire un canne de bière au Cap Comorin, là où Vivekananda allait méditer. Recoup de sifflet, les flics s'approchent et nous prient de déguerpir. « Don't stay there! They are robbers and thieves! » Le Cap Comorin. Note de bas de page, ne restez pas là, c'est plein de voleurs et de bandits. On remonte la côte en quête d'un dîner et d'une chambre. Rien à dîner, tous les hôtels sont pleins. Sauf une chambre, au mur et au matelas crasseux, et 3 chapatis avec une tasse de thé. Cette fois, j'ai décidé, ça suffit du Cap Comorin, on rentre à Trivandrum. Sujata s'était soulagée. Elle était aussi peinée et silencieuse, comme si elle venait d'assister à une désacration. Une affreuse désacration de l'Inde. On roule dans la nuit et on rentre à Trivandrum. Le lendemain, j'ai décidé, on va explorer le nord du Kerala. On prend la route du nord, des centaines de kilomètres de villes et de villages ininterrompus. Une explosion de population comme je n'en avais jamais vu. Des files de voitures sur la route à touche-touche, et parfois de grandes poches de rizières avec des aigrettes blanches, et puis encore des millions et des millions qui grouillent. Je n'ai pas perdu courage, pas encore. Je parle à Sujata des Bretons explorateurs, et je lui dis que les Bretons ont l'adoration de la mère divine sans le savoir, puisqu'ils adorent Marie, et puis il y a Sainte Anne, leur patronne. 3 minutes après, on est embouteillé derrière un camion qui porte son nom en grosses lettres, Anna Maria. Anna Maria sur les routes de l'Inde au Kerala, 3 minutes après que j'ai parlé à Sujata. Ça, c'est le plus étonnant miracle, entre guillemets, que j'ai rencontré. J'ai commencé à penser à la trame de mer. Et puis nous avons été réengloutis par les millions grouillants, un meeting marxiste à Alpé. Pas de mer, que des villages et des villes. J'oubliais. Sur les routes, des dizaines et des dizaines de camions pleins de gens vociférant des slogans politiques avec les haut-parleurs et les drapeaux du Congrès ou de Karl Marx. Et on continue. Cochin, Calicut. Cette fois, c'était désespérant. Puis Tellicherry. C'était le bout. Là, on nous propose une chambre malpropre et un déjeuner qui ne venait toujours pas. Je suis resté assis près de la mer et j'ai dit adieu à la mer. Puis j'ai dit à Sujata, on rentre à Lanzend. On a longtemps roulé en silence. C'était assez affreux. On a encore passé par Merkara, toujours en silence, puis les Nilgiris. C'était le 2 décembre. Sujata avait une grande peine dans le cœur. Et moi, j'étais dans une espèce de néant. Robert et Anne nous ont fait un merveilleux accueil, si chaleureux et débordant de joie. Mais derrière, il y avait un terrible silence dans notre cœur. Il a fallu des jours pour digérer ça et tenter de retrouver nos 2 pieds sur le sol, mais c'était tout craqué. On était dans un grand craquement. La boucle était bouclée. Pour Sujata, c'était comme un craquement physique de l'Inde. Pour moi, c'était le craquement de tout. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de réponse. Surtout ça, pas de réponse. Mère ne répondait pas. Alors j'ai eu tellement mal au cœur. Je disais à Mère, mais tu ne me diras rien. Tu m'as tellement parlé et puis tu m'abandonnes. Et tout d'un coup, j'ai eu un tel cri dans mon cœur, je lui ai dit « Depuis 8 ans que je peine, tu n'es même pas venu, une fois, me serrer contre ton cœur. C'était le plus grand trou noir de ma vie. »
Et puis le lendemain, il s'est produit quelque chose. C'était le 12 décembre, le jour de Sujata. Une réponse. 19 décembre, je continue. Excuse ce roman fleuve, mais il faut que tu aies le tableau complet parce que ce qui est arrivé après est très important pour nous tous. Ce qui s'est passé ce 12 décembre, je ne le dirai pas à personne. C'est un secret entre mère et moi. Mais comme je retrouve l'agenda pas à pas, ce que je puis dire, c'est que cette expérience, ce n'est pas une expérience, c'est un fait radical, ça change tout. Ce fait contient la semence d'un grand espoir, comme si un horizon merveilleux s'ouvrait, tout est possible. Tu comprends? Ce que Mère et Sri Aurobindo sont venus faire, ce n'est pas perdu, ce n'est pas remis à des siècles plus tard, c'est là. Il faut seulement s'en apercevoir. Ce 12 décembre, je m'en suis aperçu. Et c'est une façon si plate et idiote de dire quelque chose, d'impossible à dire. Et toutes les peines sont consolées. Oh, j'avais une vraie peine, tu sais. Mais il fallait bien faire. Tout ce tour-là, je le comprends. Donc ce 12 décembre, c'est la base de tout le reste. Oui, il faut un cri assez fort dans le cœur. Et combien de tours et de détours et de néants brûlants pour arriver à ce cri-là. J'étais encore en plein dans le fait quand Robert est venu parler de ce Turban d'Europresse et de l'Allemagne et du contrat du Sannyasin, lorsque tout à coup j'ai eu une douleur aiguë dans le dos, le haut des épaules, comme si on m'enfonçait une aiguille, et puis ça s'est répandu, le cœur a été pris dans cette espèce d'étreinte, enfin le vieux scénario, c'était la 4e attaque. Et du coup j'ai compris avec une sorte d'évidence que ce Turban était l'origine de toutes les attaques. Cette fois, en quelques heures, c'était dissous. Vraiment, ces gens sont définitivement des fantômes pour moi. Ils n'ont plus de réalité comme les 3 gredins dans les canyons. Ça n'existe pas. Il y a autre chose qui existe, et si formidable, si simple. Oui, un autre monde. Ça ne touche pas là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est là, dans la semence, et ça doit s'épanouir inévitablement. Et pourquoi c'est venu seulement maintenant? 2 jours après, le 14 décembre, il s'est produit autre chose qui a l'air tout à fait innocent et capital, tellement ça s'est produit simplement, comme si c'était la conséquence logique, évidente. Robert était en train de réparer ma cheminée. J'étais assis là, près de mon lit, et je le regardais un peu distraitement, enlever les tuiles, replâtrer, ajuster le système qui refoule la cheminée, la fumée. Et puis soudain, j'ai commencé à regarder avec beaucoup d'intérêt, comme si ce n'était plus moi qui regardais vraiment, mais Mère. Elle était extrêmement intéressée et pleine d'une sorte d'appréciation ou d'approbation. Ce travail bien fait, cette entente avec la matière la remplissait d'un contentement. C'était si fort que j'ai failli dire à Robert, si je partais, je t'emmènerais avec moi. Je me suis retenue. Et à la fin, quand tout a été bien mis en place, il était encore accroupi devant la cheminée, je me suis approchée et je lui ai dit, je n'ai pas pu m'en empêcher, c'était Mère qui parlait, tu feras partie du nouveau monde. Robert a souri selon son habitude et il m'a demandé s'il y aurait des fuites de cheminée dans le nouveau monde. Tout à fait, Robert. Je lui ai répondu non, mais il y aura une compréhension de la matière. C'est tout. Il est parti. Je suis allée me promener dans la forêt. Et alors,
tout un tableau a défilé ou déferlé devant moi. Je me disais, mais ce n'est pas se dire, c'était comme un cinéma vivant et vécu. Je voyais ses qualités, je voyais Micheline, je voyais Bonnie et Laura et quelques autres, ces qualités matérielles exceptionnelles de quelques êtres qui représentaient ce que l'humanité a produit de meilleur. Et puis on est au bout de l'histoire. Ceylan, le Kerala, c'est comme si l'on m'avait fait toucher par les deux pôles, ce bout de l'histoire humaine. Ça finit, ça explose. C'est vraiment la fin d'un monde. Ça ne peut pas continuer comme cela. Et alors je me disais, pour faire un nouveau monde, il faut une réunion de ces qualités. Une représentation humaine. On ne peut pas faire ça tout seul. Il faut tous les aspects, ou quelques aspects principaux, qui font un monde rond. Et je voyais l'urgence. Puis il y avait cette expérience du 12 décembre, qui était comme ma promesse. Je regardais ce Land's End et je n'arrivais pas à voir 12 êtres. Disons 12, ici, dans ces montagnes. Et qu'est-ce qu'ils feraient? La transformation, ça ne se fait pas les jambes croisées en se concentrant sur soi-même. Au contraire, c'est un mouvement d'expansion. Il faut une activité à travers laquelle et par laquelle l'autre chose peut se glisser subrepticement. Alors je voyais une île, la mer. La mer, c'est actif, c'est un défi. Il faut l'empoigner, inventer, créer. La montagne, c'est passif et immobile. Je n'arrivais pas à voir 12 êtres ici à tourner en rond. Puis tout le tableau est venu avec une sorte de joie et de sourire. Au lieu d'être ici les dents serrées à compter les coups et à être tiré constamment dans ces histoires de fantômes et toutes ces vieilles histoires, même les plus généreuses et les plus sérieuses, pourquoi ne serait-on pas quelques-uns, en cette fin du cycle humain, réunis dans un effort concentré, accéléré, à appeler l'autre chose, comme un dernier cri des hommes sur ce bateau en détresse? Une île, je ne sais où, dans le Pacifique. Mais c'est accessoire. C'était l'idée d'Auroville, c'était d'abord l'idée de l'ashram. Mais pourquoi ne pas faire une nouvelle Auroville? Une Auroville plus concentrée, plus consciente, plus accélérée surtout. Cela n'enlève rien à l'Auroville tel qu'il est, il continuera son chemin et si la grâce le veut, il arrivera à l'expérience. Mais Mère a mille façons de faire. En fait, tout est sa façon. Et pourquoi n'aurait-elle pas une façon souriante, légère, gracieuse enfin, sans tous ces fantômes et ce siège d'une abominable pollution humaine qui envahit tout? Pourquoi pas un lieu ensoleillé et quelques êtres ensoleillés, mais qui comprennent? Et je voyais toute l'histoire, toutes ces tentatives humaines à travers les temps, toutes ces fables jamais réalisées. Il y avait les cathares et les chevaliers de la table ronde, il y avait Rimbaud et Jules Verne et l'île au trésor. 1000 fables de tous les pays et de tous les temps. Et toutes ces peines, ces douleurs, ces portes fermées, ces espoirs déçus, parce que le temps n'était pas venu. Et toutes ces morts tragiques. Et c'est comme si, dans cette forêt où je marchais, je voyais ou sentais tous ces regards disparus qui venaient sourire par-dessus mon épaule, comme si j'étais, et nous étions, leur espoir. Alors, tout d'un coup, c'était comme une formidable responsabilité ou un formidable défi, mais surtout, mais souriant. Et si nous étions leur cri au bout de l'histoire, vraiment quelques êtres qui ont compris et qui jettent tout dans cette dernière aventure humaine. C'était cela que Mère voulait, c'était cela que Sri Aurobindo voulait. Je rentre de ma promenade et je raconte tout cela à Sujata, qui m'écoutait silencieuse au coin du feu. Et elle a acquiescé. Sujata, c'est comme un miroir de mer près de moi. Mais c'est mieux que cela.
Et elle m'a dit, dans l'Inde, il y a une croyance ou une connaissance très vieille qui dit que chaque action a un lieu. Il y avait Balikour, qui représentait une action avec mer. Il y avait Nandanam, qui représentait une autre action. Et puis il y avait Land's End, pour matérialiser l'agenda. Et maintenant, c'est une autre action. Pour chaque action, il y a un lieu choisi. Eh bien, nous avons parcouru tous les Nilgiris et les montagnes depuis Périyar pour découvrir ce coin miraculeux. Mère nous a conduits. Elle nous conduira bien pour découvrir l'autre lieu. Alors nous avons commencé à nous pencher sur des cartes, mais cette fois ce n'était plus l'île au trésor, c'était l'île de Mère à trouver, et sans matriment dire le lieu où elle habite, tout simplement. L'expérience de Ceylan nous avait bien appris que tout est pourri par les touristes. Tahiti, les îles Marquises, Hivaoa, tout cela est pollué. Mais il y a beaucoup d'îles tout de même en Océanie. On doit se promener sur la carte et j'avais le sentiment que peut-être le secteur autour de la Nouvelle-Calédonie pouvait être moins contaminé, parce que Nouméa est un lieu pour les petits bourgeois coloniaux, affreux. À partir de Nouméa, on pouvait rayonner, tâtonner. Il y a les Nouvelles-Hébrides, et plus loin les îles de Horn, il y a, que sais-je, si l'on avait un bateau, ce serait plus commode pour explorer. Je me disais que Sydney n'est pas loin et que les Australiens font beaucoup de voiliers, un voilier d'occasion. Enfin, je naviguais et Sujata naviguait avec moi au coin de la cheminée. 2 jours plus tard, Sujata m'a dit « Pourquoi ne pas parler à Robert ?» J'ai parlé. « C'est comme une porte qui s'ouvre avec du soleil, » m'a-t-il dit. Et lui aussi sentait bien qu'il commençait à tourner en rond à Happywood. Bien entendu, il m'a dit tout de suite ce que je savais. Mais si on enlève Bonnie, Michel, tout leur travail s'écroule. C'est évident. Mais il faut des pionniers, il faut trouver le lieu. Et quand on sera prêt, les circonstances seront prêtes. Je n'arrive pas à voir de guerre, bien que tout semble comme un énorme chaudron prêt à sauter et qu'il suffirait d'un chat qui passe, l'incident le plus futile et le plus bénin, pour faire tout sauter. Mais j'ai une sorte d'impression répétée que cela finira par le chaos économique, la grande paralysie. Tout s'arrête, la grande machine s'arrête. Et alors un tri formidable par le bas du ventre. Mais ce sont des spéculations. Quoi qu'il en soit, un jour, peut-être pas très lointain, les circonstances seront prêtes. Et il y aura peut-être 12 hommes à pousser le cri de la terre. Robert sera un Robinson Crusoe digne des meilleures fables. Chacun a son idée fixe, et avec un peu de potion magique du druide ou de la grande druidesse, ça marchera peut-être. Je ne sais pas. Il y a comme un sourire derrière tout cela. Mais il y a un espoir. Il y a une promesse. Il y a comme des portes qui s'entrebâillent. Le reste, je ne sais pas. À la grâce de Dieu et de Mère. J'arrête mon roman Fleuve en t'embrassant avec les frères et sœurs d'un grand espoir et d'une aventure digne d'être vécue. Ça te prenne. PS. Le jour où je racontais à Sujata mon grand tableau dans la forêt, elle me montre ce texte de Sri Aurobindo en bengali qu'elle vient de dénicher. Voici la traduction française. C'est dans une introduction bengali à la Gita. Dans l'évolution du monde, la part du mal qui doit être détruite est celle-là même qui se détruit par sa floraison surabondante dans le Kali Yuga. Écrit en 1909, il y a 72 ans.
Nuit du 20 au 21 décembre 1980. Kirit. Le gouvernement commence à se demander ce que vous fabriquez. Nuit du 22 au 23 décembre 1981. Vision. Je roule dans la grande Humber de mer. Je suis devant. Je ne vois pas qui conduit. C'était très smooth, sans chaos et rapide, puissant, silencieux, toutes vitres fermées. Je ne voyais pas où j'allais. 23 décembre 1981. Lettre à Micheline. Il est vrai qu'un plan se dessine et que tout va bouger vite maintenant. Le temps de Land's End est probablement terminé. Pour chaque action, il y a un lieu choisi. La transition à l'autre étape est toujours un peu douloureuse, mais le pire est passé et le coin est tourné vers l'inconnu. Lorsque le plan sera plus clair, je te le dirai. Et certainement, une fois de plus, j'aurai besoin de ton aide. Maintenant, il faut aller vers une autre concrétisation. Le silence est nécessaire. Tous les remous dérangent. Avec Sujata, je t'embrasse très tendrement. 1982, la porte s'ouvre. Satprem. Nuit du 28 au 29 décembre 1981. Vision. Violemment attaqué et poursuivi par Nirod. Pranabella, mais assiste sans attaquer. Note de bas de page, Nirod, un médecin indien qui avait fait ses études en Angleterre. C'est l'un de ceux qui ont soigné Sri Aurobindo lorsqu'il a eu cet accident, entre guillemets, à la jambe avant l'invasion hitlérienne et jusqu'à la fin de sa vie. Il a écrit plusieurs livres sur Sri Aurobindo. Nous ne savons pas très bien pourquoi il s'attaquait à nous, sauf qu'il était avec les dirigeants de l'ashram. Il est vrai que Mère, dans l'agenda, a parlé du traitement des médecins qui ont torturé Sri Aurobindo. En fait, le seul qui ait résisté à l'emprise de l'ashram, c'est Champaklal. C'est aussi le seul que Sri Aurobindo ait embrassé au moment de ses adieux. Un si profond dégoût et une lassitude de tout cela. Chaque fois, on pense que c'est le fond du noir, et chaque fois, il y a plus noir. 31 décembre 1981. Une grande lassitude des êtres, tous les êtres. J'aimerais être seul avec mon âme et les mouettes. Fin de l'année 1981.